Et FTX, c'était un exemple. La veille, tout le monde te disait qu'FTX était sécurisé. Je te parie que tu n'as jamais entendu quelqu'un te dire « Moi, je pense que FTX va faire faillite demain ». Personne ne le disait. Par exemple, les Pays-Bas, on a un taux d'adoption de crypto, c'est 2 millions d'investisseurs crypto sur 18 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire on est à peu près sur 11-12% d'adoption, entre guillemets. C'est de personnes qui ont acheté au moins une fois dans leur vie. Hein. Donc, pas forcément qui en ont aujourd'hui, mais on est à 5-6% en France, en Allemagne et en Espagne. Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Julien Vallée qui est le CEO de Finst. Salut Julien. Salut Gary, enchanté, merci de me recevoir. Enchanté, alors merci d'avoir joué le jeu. Pour la petite anecdote, on a prévu cette interview du jour au lendemain et donc tu t'as répondu présent, donc merci à toi. Et aujourd'hui, on va parler donc de Finst et des exchanges de manière générale. Toi, donc tu as créé Finst il y a 2 ans je crois, et donc Finst, c'est un exchange centralisé aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses qui ont attrait au monde des exchanges. Ça va être assez intéressant, sachant que vous n'êtes pas encore d'ailleurs PSAN, mais tu m'as dit en off juste avant que vous allez bientôt l'être. Alors, on est régulé par la Banque centrale des Pays-Bas, parce qu'on est basé à Amsterdam, le siège est à Amsterdam. Ça fait 10 ans que j'y vis moi-même. J'étais directeur France chez DEGIRO à l'époque, qui était le courtier en bourse, que peut-être pas mal de gens connaissent. Et du coup, vivant à Amsterdam depuis 10 ans maintenant, on a décidé de lancer Finst aux Pays-Bas. Donc, on a un agrément avec la Banque centrale des Pays-Bas, qui est l'équivalent PSAN aux Pays-Bas. On a un agrément qui nous permet d'opérer en Belgique également. Donc, on accepte des investisseurs de partout en Europe. Mais effectivement, on va devoir attendre l'année prochaine pour avoir la fameuse licence MiCA, qui va nous permettre d'opérer partout en Europe. Et donc, on nous verra plus activement en France dès l'été 2025. Yes. Alors, pour que les gens comprennent également, ça veut dire que tant que tu n'es pas PSAN et donc MiCA compliant, tu ne peux pas, en tant que plateforme, aller démarcher activement des nouveaux utilisateurs et faire du marketing actif sur les médias, les réseaux sociaux, etc. C'est exactement ça. Seuls les prestataires enregistrés, alors en l'occurrence en France avec l'AMF, aux Pays-Bas avec la Banque centrale des Pays-Bas, c'est la même chose dans chaque pays. On est uniquement autorisé à faire du marketing actif dans les pays pour lesquels on a un agrément. Alors malheureusement, en pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et ça se fait souvent au détriment des investisseurs aussi, on en reparlera peut-être. Mais la loi est très claire sur le sujet et c'est la raison pour laquelle voilà, on fait en fonction des critères et on fait en sorte évidemment de respecter les règles du jeu. Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est que les règles du jeu ne sont pas forcément respectées par certains exchanges exotiques. Je pense notamment peut-être à des exchanges asiatiques qui vont quand même démarcher des utilisateurs en Europe, même s'ils n'ont pas forcément les accréditations pour. Exactement. On laisse les mots de la bouche. Alors, la question que je me suis posée tout de suite quand on a commencé à échanger, c'était pour moi, le game des exchanges est un peu plié. Tu as quand même pas mal de leaders, Kraken, Coinbase, Binance. Le dernier gros exchange européen qui était Bitstamp s'est fait racheter il y a quelques mois par Robinhood, plateforme, un broker américain. Et donc, quelle a été ta motivation à créer ton propre exchange? Est-ce que tu n'as pas l'impression de partir de trop loin? Alors, en fait, je pense qu'on n'est pas du tout à un stade où les exchanges sont, où l'industrie des cryptos pour les retail est vraiment mature avec où toutes les solutions possibles et imaginables sont sur le marché, etc. Et il y a plusieurs exemples très concrets. Alors, pour faire le parallèle, quand j'ai lancé DEGIRO en France, que j'étais directeur France chez DEGIRO, on est arrivé en 2014, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on nous disait, quand on arrivait avec DEGIRO, oui, on nous posait la même question finalement, exactement la même. Tu peux lire des interviews sur les journaux français, on me demandait la même chose. Et en fait, si tu regardes bien ce qui s'est passé sur le trading action il y a 10 ans, trading gratuit, ça n'existait pas, Robinhood, ça n'existait pas, Trade Republic, ça n'existait pas. Et à l'époque, on nous disait déjà, mais vous ne pensez pas que tout a été fait? Et en fait, on s'est aperçu qu'on était très très loin finalement d'où on est aujourd'hui. Hein. Donc, si on fait le parallèle, et c'est ce qu'on a fait nous, mais je pense que l'industrie des cryptos, à aujourd'hui, elle est encore beaucoup plus en retard que le trading action ne l'était il y a 10 ans. Quelques exemples tout simples. L'une de nos principales caractéristiques, c'est qu'on a les tarifs les moins chers en Europe, donc du moins les moins chers aux Pays-Bas. On facture 0,15% du montant de l'ordre. C'est un tarif unique, tarif fixe par ordre. Si tu regardes les frais que payent les investisseurs français et néerlandais et allemands, espagnols et partout en Europe sur les investissements crypto, c'est absolument ahurissant. Et d'ailleurs, c'est même étonnant parce que si tu regardes, on regarde le trading action qui est devenu quasiment gratuit. Alors, parce que trading action, c'est quoi? C'est genre 1 euro en général par trade. Ça aussi entre quelques points de base, hein, 2, 3, 4, voire des prestataires qui ont des frais fixes de 1 euro par ordre.
Enfin, aujourd'hui, 1 € par ordre, on est très loin dans la crypto. On est à 1% par ordre aujourd'hui. Ouais. Donc, les plateformes que tu as citées, et il ne s'agit pas de faire du bashing de concurrents, pas du tout. Mais l'idée, c'est que les investisseurs particuliers n'ont pas eu d'alternative jusqu'à présent qui leur permettait d'investir en crypto avec des tarifs qui sont vraiment compétitifs. On est sur du 1% et 1,5%. Ça veut dire que très clairement, quand on investit 1 000 €, on achète 1 000 € de Bitcoin, en moyenne, en France, on paye à peu près 10 € de frais. Enfin, Donc, si tu veux, nous, le pari l'idée, c'était de dire ça suffit. Il n'y a vraiment aucune raison pour que les investisseurs continuent de payer 1%, 1,5% sur leurs investissements en crypto. C'est évidemment quelque chose qui affecte la performance, c'est assez logique. Hein. Quand on achète 1 000 € qu'on paye 10 de frais, bon, bah, il n'y a plus que 990. Alors, juste quand tu dis 1%, 1,5%, tu penses peut-être à des... parce que quand tu vas sur une plateforme d'échange, par exemple, je prends Coinbase Pro, bon, tu n'as pas ces fees-là, c'est quelques dixièmes, ça va être peut-être 0,3, quelque chose. Peut-être par contre, quand tu passes sur Coinbase, peut-être le spread est plus important. Et c'est là où les ennuis commencent. Parce qu'effectivement, en fait, c'est... Alors déjà, sur Coinbase, parce que Coinbase Pro, il est inutile de dire que la majorité des retail n'utilisent pas Coinbase Pro, clairement. On est sur des gens qui utilisent Coinbase, la version normale, où c'est 1,5% de frais, plus le spread. Swissborg, c'est pareil. Et je peux en citer des dizaines. Donc, quand on regarde non seulement les frais de transaction eux-mêmes, mais en plus de ça, le spread, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas le spread et qui ne se posent pas vraiment la question, mais il y a énormément de plateformes où on se retrouve quand le Bitcoin est à 55 000 € ou 60 000 €, peu importe. Chez nous, vous allez le payer 61 000, 62 000 ailleurs. Donc, ce qui serait important, c'est que les gens prennent conscience que, les frais de trading, ça grignote votre performance, inéluctablement, et 2, faites attention aux cours d'exécution et au spread, parce qu'il y a beaucoup de plateformes, parce que ce n'est pas régulé, dans le monde des actions, on ne peut pas faire ça. Bientôt, ce sera le cas dans le monde des cryptos, mais jusqu'à présent, chaque plateforme a en fait la possibilité d'ajouter des frais qui sont relativement cachés, puisqu'ils sont dans le cours d'exécution, sans que ce soit expliqué de manière explicite. Donc, on se retrouve à payer un Bitcoin 1,5%, alors parfois c'est moins, parfois c'est plus des frais de transaction. Et finalement, quand on est investisseur actif en crypto, on se retrouve à payer des milliers ou des dizaines de milliers d'euros en frais chaque année qu'on pourrait très facilement éviter. Donc ça, c'est notre premier cheval de combat. Et alors, juste pour revenir là-dessus, d'ailleurs, j'ai pris l'exemple de Coinbase, ça pourrait être le cas de Kraken et Binance, mais c'est vrai que dans ce cas, quand tu fais un ordre directement sur Coinbase et pas Coinbase Pro, c'est aussi parce qu'en tant qu'utilisateur, tu privilégies peut-être l'expérience et la simplicité à la compétitivité des frais aussi. Ouais, je pense qu'on peut allier les deux. Nous, c'est ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est que, encore une fois, user experience, facilité, simplicité ne doit pas nécessairement rimer avec payer plus cher. Quand on commande un Uber aujourd'hui, on ne paye pas plus cher qu'un taxi. Pourtant, est-ce que c'est plus simple? Oui. Donc, finalement, l'un ne va pas forcément sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est même l'inverse. Et nos clients nous le disent toute la journée. Ils nous disent qu'est-ce que c'est facile. C'est vraiment c'est super simple d'utilisation. Et en plus de ça, les tarifs sont vraiment compétitifs. C'est-à-dire qu'il faut bien le savoir, les investisseurs professionnels, ils payent 5 points de base, 10 points de base, donc 0,05%, 0,10% selon les volumes. Un retail paye 1%. Il n'y a aucune raison pour que ça continue d'être comme ça. Donc nous, on voulait offrir des tarifs professionnels et des services professionnels aux particuliers, comme on l'a fait chez DeGiro pendant 10 ans. Le deuxième aspect important, c'est l'aspect sécurité. On va y revenir. J'entends toujours beaucoup de discussions sur la sécurité des plateformes, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits ou d'incompréhension sur ce que c'est vraiment une plateforme sécurisée et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, il y a la partie transparence. Et là, je pense que dans la crypto, il y a encore beaucoup à faire. C'est-à-dire que le spread, on en parlait, c'est un des éléments qui fait partie des choses qui sont un peu cachées, pas très clairement expliquées. Et c'est l'une des choses qui vont être régulées bientôt. D'ailleurs, la raison pour laquelle le législateur veut réguler la transparence sur les frais, sur les pratiques d'une plateforme, c'est parce qu'on sait que ça a un impact important. Donc, sécurité, tarif et la qualité de la plateforme avec plein de fonctionnalités qui n'existent nulle part ailleurs et qu'on a passé beaucoup de temps à développer, c'est vraiment ce qui fait qu'on s'est dit, tiens, il y a un énorme marché, même si c'est compétitif, tu as raison, il y a quand même énormément de possibilités, de choses qui n'existent pas encore ou qui doivent changer si on veut vraiment que la crypto devienne démocratisée à monsieur tout le monde. On n'en est pas encore là, mais on y vient. Et tu parlais de sécurité, et je trouve que c'est un point intéressant et important. Et c'est vrai que ces mastodontes type Coinbase, Kraken, Binance, ils ont quand même le mérite d'exister depuis longtemps. Et donc, les gens ont quand même plus tendance à leur faire confiance qu'à un nouvel exchange qui va débarquer sur le marché parce que tu as quand même besoin d'historique pour montrer que plus un exchange va avoir de l'historique et un bon historique, plus on a tendance à lui faire confiance parce que ça montre qu'il a su tenir jusqu'à maintenant.
Effectivement, tu as tout à fait raison. Plus on est là longtemps, plus statistiquement, ça veut dire que si on a réussi à en être là aujourd'hui, c'est que ça s'est bien passé jusque-là. FTX était là depuis un bout de temps. Et on a vu ce qui s'est passé ensuite. Donc, faut pas confondre deux choses. C'est pas parce que... Et puis, si on regarde un petit peu comment dire, l'état des lieux sur certaines plateformes, sur des enquêtes de régulateurs, sur des pratiques qui sont pas forcément toujours compliant avec les règles, etc. Il y en a beaucoup. Mais tu as raison sur le principe. Heureusement que toutes les plateformes ne sont pas... il y a quand même beaucoup de plateformes qui sont sécurisées, il faut bien le dire. Mais ce qui est important, c'est que les investisseurs comprennent, et nous on le voit tous les jours ça malheureusement, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et FTX c'était un exemple. La veille, tout le monde te disait qu'FTX était sécurisé. Je te parie que tu n'as jamais entendu quelqu'un te dire « Moi je pense qu'FTX va faire faillite demain ». Personne ne le disait. Donc c'est safe jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne l'était pas. Et je pense qu'il y a des... Alors, il y avait quand même des signes avant-coureurs, je trouve. Mais... Bien sûr, mais est-ce que monsieur tout le monde était au courant Non, de ces bien sûr que non. Il faut être un peu initié, tu vois, pour... Ouais, bien sûr. Il faut faire un peu ses recherches. Et je comprends que quand on a 5 000 euros en Bitcoin, on n'a pas forcément envie de passer sa journée à lire des rapports d'audit, à faire des heures et des heures de recherche. Donc finalement, c'est comment est-ce qu'on peut faire en tant que retail ou qu'investisseur particulier, et ça ne s'applique pas qu'à la crypto, comment est-ce qu'on peut faire quand on ouvre un compte en banque, quand on investit en actions ou en crypto, pour avoir un minimum de quelles sont les étapes en fait à suivre et à regarder concernant la sécurité de sa plateforme. Et il y en a qui vont, chacun a des exigences différentes. Il ne s'agit pas de dire il y a une recette qui est valable pour tout le monde, mais il y a quand même des signaux avant-coureurs et des éléments qui sont parfois des red flags où je pense que c'est important d'éduquer un petit peu les investisseurs et qu'ils soient à même de prendre des décisions qui sont basées sur des faits et non pas sur la réputation, parce que la réputation, ça met beaucoup de temps à se faire, mais ça se défait très très vite aussi. Yes. Tout à l'heure, on parlait de souveraineté européenne. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, Bitstamp s'est fait racheter il y a quelques temps, un petit moment, je crois que c'était en juin ou quelque chose comme ça, courant de cette année, par Robinhood. On en parlait. C'est donc le dernier gros exchange européen qui passe sous le giron américain. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les exchanges américains et asiatiques qui dominent le marché des exchanges. Est-ce que toi, tu penses que cette tendance va continuer et qu'elle est vouée à rester telle quelle, ou tu penses que justement un gros acteur européen peut émerger, sachant que peut-être les moyens entre l'Europe et les États-Unis / l'Asie ne sont pas les mêmes? Je te cache pas que c'est notre ambition. On est en 18 mois, on a attiré des dizaines de milliers de clients, donc c'est clairement notre ambition. Et je pense que tu l'as bien souligné, c'était l'ambition parce qu'on s'est effectivement rendu compte aussi que il n'y avait pas vraiment de plateforme pan-européenne made in Europe qui a vraiment percé, et pas percé juste en Europe, mais à l'étranger aussi. Finalement, on a eu beaucoup d'importations, entre guillemets, mais très peu d'exports, si on peut utiliser ces termes-là. Je pense que c'est voué à changer dans la mesure où, déjà, il y a une vague de consolidation qu'on voit, nous, qui est en train de s'opérer, parce que MiCA arrive. Et il faut bien comprendre que la réglementation MiCA va changer drastiquement plein de choses. En bien pour les investisseurs, on y reviendra peut-être, mais ça va surtout imposer une masse de coûts et des contraintes pour les plateformes auxquelles elles n'ont jamais été confrontées. Encore une fois, nous on vient de ce milieu-là, on vient de l'industrie très régulée qui est l'industrie du courtage action, MiFID, pour ceux qui le connaissent, c'est la réglementation européenne sur les brokers actions. Donc si tu veux, quand tu viens de ce monde-là, il n'y a rien de choquant. Mais quand tu as lancé une plateforme en 2013, 2014, 2017, 2018, où il n'y avait aucune régulation, où ensuite on a une régulation AML, c'est-à-dire l'enregistrement PSAN. Il faut bien comprendre, aujourd'hui un enregistrement PSAN en France, comme celui qu'on a aux Pays-Bas, ça ne couvre que la conformité avec les lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est tout. C'est-à-dire qu'en tant que régulateur, le régulateur ne regarde entre guillemets rien d'autre. C'est pas exactement ça, mais pour faire simple. Donc ça, on va passer on regarde juste si vous êtes compliant avec la partie lutte contre le blanchiment d'argent on va regarder tout ce que vous faites et comment vous le faites. Donc, inutile de dire que pour beaucoup de plateformes qui n'ont jamais été confrontées à ça, ça veut dire que certains se posent beaucoup de questions, se disent est-ce qu'on va pouvoir survivre finalement parce que la concurrence est rude, parce que il faut avoir des départements conformité qui vont doubler ou tripler de taille. Donc, le premier volet, c'est on s'attend à ce qu'il y ait des plateformes qui soient vendues ou tout simplement qui arrêtent. Malheureusement, on l'a vu aux Pays-Bas, on en a eu déjà une ou deux récemment qui ont arrêté parce que ça devient trop compliqué. Ça, c'est une chose. Mais le point positif, c'est que on est quand même, et c'est bien de le dire, parce qu'on dit tout le temps l'Europe est toujours un peu en retard sur certaines choses. Oui, mais on est quand même les premiers au monde à avoir une régulation qui est un cadre réglementaire qui va être très clair et qui va s'appliquer à 27 pays.
Donc, il faut le souligner aussi quand il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Et quand on est institutionnel, par exemple, qu'on a des dizaines de millions d'euros investis en crypto, très logiquement, on va le faire dans un cadre réglementaire avec une plateforme qui a un cadre réglementaire le plus strict possible. C'est d'ailleurs pour ça que les institutionnels, beaucoup, n'ont jamais touché à la crypto avant. Ouais. Donc, je pense que ça va être compliqué de lancer une plateforme aujourd'hui parce qu'avec toutes les contraintes que ça implique. Mais pour ceux qui sont déjà là, qui ont déjà une structure qui est conforme avec les attentes, il y a une vraie opportunité pour avoir un géant de la crypto pan-européen qui ensuite s'exportera, faut l'espérer, aux États-Unis, en Asie, de la même manière que l'on fait en Europe. Donc, il y a de l'espoir et c'est pour ça qu'on existe. Et d'ailleurs, c'est quoi le montant quel montant vous avez levé? Combien ça a coûté de lancer Finst? On parle de quel ordre de grandeur? C'est une très bonne question et c'est très, très, très aléatoire. Ouais. C'est-à-dire que nous, la moitié de notre équipe, on est l'équipe qui a conçu, pour une bonne partie, qui a conçu de Giro, entre guillemets, mes ingénieurs. T'es parti avec une partie de la team de Giro, du coup. Je suis parti avec, c'est eux qui nous ont rejoints. Oui, mais je veux dire, en tout cas, voilà, vous avez déjà bossé ensemble avant. Ouais, la moitié donc si tu veux, on a construit des plateformes de trading depuis 15 ans, utilisées par des millions de gens, donc c'est pas notre premier coup. Donc forcément, c'est un edge, ouais. Voilà, forcément, quand tu reconstruis quelque chose que tu as déjà, entre guillemets, plus ou moins construit, même si c'est un peu différent, bah, ça te prend moins de temps, tu fais moins d'erreurs et ça coûte forcément moins cher. Mais pour donner un ordre de grandeur, nous, on a levé plusieurs millions d'euros. Notre dernier tour de financement, c'était 4 millions à peu près. Donc, ça peut aller au minimum plusieurs centaines de millions d'euros parce qu'il faut payer les... Ou alors, ça as les salariés qui acceptent de travailler gratuitement, mais bon, pas évident. Donc, si tu dois payer une équipe et que en plus de ça, tu dois payer les enregistrements PSAN, que tu dois payer tout ce qu'il faut faire, on parle de aller au moins quelques millions d'euros au total, jusqu'à potentiellement 10, 15, 20 millions d'euros et des années de travail. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Ok. Alors, j'imagine qui dit nouvelle exchange dit un peu on est un peu nouveau sur le marché et donc potentiellement ça peut être un nid à fraudeurs. Est-ce que j'imagine que vous en avez rencontré des vertes et des pas mûres sur les premiers mois d'activité? Ouais, c'est malheureusement quelque chose qui impacte surtout nos clients. Ce qui se passe, c'est au début, quand on a commencé, on n'avait pas la possibilité de faire des retraits et des dépôts de crypto. C'est arrivé par la suite. Maintenant, c'est le cas. Et forcément, dès lors que c'est le cas, on se retrouve confronté à beaucoup de clients. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas les plateformes qui sont victimes de fraude ou d'escroquerie, c'est les clients. Et souvent, le problème, c'est que c'est les clients qui le font de leur bon vouloir. C'est-à-dire, c'est des clients qui transfèrent des cryptos sur un broker qu'on leur a conseillé ou ils ont vu une pub sur les réseaux sociaux sur comment générer 20% par jour en crypto. Ou alors, il y a d'autres cas où je me fais passer pour ta banque, je t'appelle et je te fais croire que ton compte a été bloqué et par mesure de sécurité, il vaudrait mieux que tu ouvres un compte sur une plateforme de crypto, que tu achètes des bitcoins, que tu les envoies là le temps qu'on fasse les enquêtes nécessaires. Évidemment, rien de tout ça n'est vrai. Et la problématique, c'est de faire comprendre aux gens qui sont victimes de fraude. Et ça, on en a vu beaucoup des cas. Nous, on a énormément de mesures en place. Donc, ça arrive quasiment jamais. Mais quand ça arrive, c'est parce que le client lui-même est, entre guillemets, tombé dans le panneau. Et il y en a beaucoup trop. Donc, s'il y a vraiment un message à faire passer là-dessus, c'est n'envoyez jamais de crypto à une tierce partie. Sauf si, bien sûr, c'est un Coinbase ou un Binance et vous connaissez la plateforme. La réputation n'est plus à faire. Mais si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Et j'imagine aussi peut-être des fraudeurs qui veulent blanchir de l'argent, utiliser votre plateforme pour le faire parce que vous êtes nouveau et donc... Alors, chez nous, ça ne peut pas se faire pour une raison simple, c'est qu'on a un circuit fermé, ce qu'on appelle, donc tu peux déposer de l'argent, des euros via des virements instantanés, c'est pas gratuit, mais que d'un compte bancaire qui t'appartient, et ça, on le vérifie. D'accord. Donc ta sœur ne peut pas faire un dépôt de son compte bancaire vers ton compte Finst, donc ça n'arrivera jamais. On n'accepte pas le cash non plus, évidemment. Donc si tu veux, ça vient forcément d'un compte bancaire à ton nom. Et quand ça vient des cryptos, on a évidemment des procédures de vérification pour s'assurer que l'adresse de laquelle tu envoies, c'est une adresse que tu contrôles, un ledger que tu as en ta possession, etc. Donc, il y a pas mal de méthodes en place que toutes les plateformes ont mises en place pour s'assurer justement qu'on est en conformité avec toutes les lois sur le blanchiment d'argent. Donc, ça n'arrive pas en pratique. Ok. Alors, sur le marché hollandais, je crois que vous avez un autre concurrent de taille, il y a Bitvavo. Encore une fois, c'est un acteur très local. Et c'est marrant, tu penses qu'on peut avoir une émergence d'acteurs locaux, par exemple, je sais pas, en Espagne, en France, des acteurs vraiment locaux qui prendraient de grandes parts de marché
enfin significative en tout cas, sans forcément aller voir d'autres pays. Je dis ça et en même temps, vous, comme Bitvavo, vous avez quand même l'ambition de vous étendre en Europe. Ouais, alors chaque marché est un peu différent. Par exemple, les Pays-Bas, on a un taux d'adoption de crypto, c'est 2 millions d'investisseurs crypto sur 18 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire, on est à peu près sur 11-12% d'adoption, entre guillemets, c'est de personnes qui ont acheté au moins une fois dans leur vie. Hein. Donc, pas forcément qui en ont aujourd'hui, mais on est à 5-6% en France, en Allemagne et en Espagne. Et en fait, ça, c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à la culture de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système de retraite ici, ou très peu, enfin, c'est très limité, le système de retraite par répartition comme on a en France. Ça n'existe pas. On est sur un système par capitalisation. Donc, les gens très jeunes, on leur explique que si vous voulez une retraite, il va falloir vous la constituer. Donc, si tu veux, la culture du trading ici, elle est très présente. Donc, on se retrouve à avoir effectivement une demande qui n'est pas la même que dans d'autres pays. Et donc, en réponse à ça, on a des plateformes qui se lancent parce qu'il y a un taux d'adoption et des montants de trading qui ne sont pas les mêmes, qui sont très élevés ici. Je pense qu'ensuite, la raison pour laquelle ça reste des acteurs locaux, c'est encore une fois, c'est un problème réglementaire. Dès lors que Mika va arriver, d'ailleurs, nous, c'est notre ambition, on va lancer partout en Europe dès l'année prochaine. À partir de ce moment-là, on va avoir, si tu veux, cette fragmentation locale. Elle va disparaître peu à peu, puisque tout le monde, entre guillemets, va être, sous réserve d'obtenir la licence Mika, va être autorisé avec un passeport, ce qu'on appelle, à offrir ses services dans 27 pays en Europe. Donc, on va se retrouver à avoir une dynamique qui va vraiment changer, beaucoup plus de plateformes qui vont être en compétition, et c'est tant mieux, parce que plus de choix pour les investisseurs, plus d'opportunités, donc c'est une très très bonne chose, mais c'est la raison pour laquelle pour l'instant on a... parce que pour l'instant, il faut demander un agrément dans chaque pays. Donc, de dire que ça prend entre 6 à 12 mois pour avoir un agrément. Donc, multiplié par 27 pays, si tu veux lancer partout en Europe, ça va prendre beaucoup de temps, coûter beaucoup d'argent. Donc, je pense, la clé, c'est cette réglementation MiCA qui va permettre à tout le monde d'offrir ses services partout en Europe. Ok. Et la question aussi que je me posais, tu vois, c'est finalement, on parlait des Kraken, Coinbase, etc. Binance, eux, ils existent depuis des années, donc ils ont quand même eu le temps de développer plein de fonctionnalités. Vous arrivez sur le marché et vous êtes encore très jeune. Comment tu arrives à rattraper ton retard en termes de fonctionnalités? Je pense que la meilleure réponse, c'est pour ceux qui s'intéressent, c'est d'aller essayer. C'est la meilleure des réponses, mais je peux te donner quelques exemples. Il y a une chose qu'on a lancée récemment qui est assez unique, surtout de la manière dont on le fait, c'est on a lancé quelque chose qui s'appelle les bundles de crypto. En gros, ça fonctionne, c'est pas un ETF, mais ça fonctionne sensiblement de la même manière qu'un ETF dans les actions. Pourquoi on a fait ça? Pour une raison très simple. On avait beaucoup de gens autour de nous qui nous ont dit, écoutez, moi j'aimerais bien faire de la crypto, mais 1, je ne sais pas quoi acheter, 2, je ne sais pas quand acheter, 3, j'ai pas envie de m'en occuper. Il a fallu, et puis quand tu entends ça des centaines de fois, au bout d'un moment tu te dis, bon, mais comment font ces gens-là en fait? Soit on leur dit, tant pis, c'est pas pour vous, ce serait dommage, soit on leur trouve une solution. Donc on a investi on a créé des bundles, c'est-à-dire qu'en gros tu peux acheter le top 10, le top 25 des cryptos en un clic sur notre plateforme. Donc, tu achètes 25 cryptos d'un coup, dans des proportions qui suivent la capitalisation boursière du marché global. Donc, ce n'est pas nous qui décidons quel 25 ni dans quelle proportion, ça suit le marché. Un peu comme quand tu achètes le CAC 40 finalement, sauf que ce n'est pas un ETF, tu détiens vraiment les cryptos, hein, ce n'est pas un produit structuré ou voilà, c'est vraiment tu détiens les cryptos, on facilite entre guillemets le passage d'ordre, le choix, etc. On enlève toute cette contrainte et chaque mois, il y a un rééquilibrage mensuel qui s'effectue de telle sorte à ce que si le numéro 25 il a baissé de 90%, il n'est plus dans le top 25, il va être remplacé par une autre crypto. Donc, on va rééquilibrer le bundle de telle sorte à ce que tu sois toujours en ligne avec le marché. Et ça, c'est quelque chose, on a 30% de nos clients qui utilisent ça, des millions d'euros d'encours sous gestion. Et quand on a lancé ça, on a eu plein de gens qui nous ont contactés, qui nous ont dit enfin, une solution pour moi. Parce que moi, j'ai pas envie de passer des heures et je n'ai pas les connaissances, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler du Bitcoin, mais va dans la rue, demande aux gens ce que c'est que Ripple ou Cardano, ils vont te regarder au bout, ils vont dire mais quel langage tu parles? Donc si tu veux, on a vraiment apporté une vraie solution et tu trouveras pas ça sur d'autres plateformes. En tout cas, pas de la manière dont on le fait. Ça existe, des collections, certaines plateformes l'appellent comme ça, mais c'est-à-dire ils te disent voilà, vous pouvez acheter les top 5, mais c'est tout. C'est-à-dire que dans le temps, il n'y a pas de rééquilibrage. Donc c'est bien d'acheter le top 5 aujourd'hui, mais ce sera peut-être pas le top 5 dans 6 mois. Donc toi, ce que tu veux, c'est quand tu as le CAC 40, tu achètes tout le CAC 40, tu n'achètes pas le CAC 40 d'aujourd'hui. Quand tu achètes un ETF, ce sera la même chose dans 6 mois, il va être rééquilibré. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui n'existe pas aux Pays-Bas et qui n'existe quasiment pas en Europe de cette manière-là. C'est un exemple. Et d'ailleurs, ça, les bundles, vous les faites aussi par thématique. Par exemple, thématique IA, je sais pas, DeFi, Reward Asset. On en a 7, bientôt 8, top 2, top 5, top 10, top 25. Et on en a 3 bundles sectoriels, Metaverse, DeFi et Green. Donc, c'est les projets les plus conscients de l'environnement.
pour ceux qui sont, pour ceux que ça intéresse. Et il y en a un huitième, je te le donne en exclusivité, qu'on lancera la semaine prochaine. On a développé une collaboration avec CoinDesk Indices. Et on va être la première plateforme européenne à lancer le CoinDesk 20, qui est l'index blue chip entre guillemets de CoinDesk Indices, qu'on va être les premiers à lancer en Europe. Et ce sera la semaine prochaine, donc en fonction de quand la diffusion sera effectuée, dans les tout prochains jours. Donc on en aura 8. Okay. Donc ça, si tu veux, c'est quelque chose que tu trouves pas ailleurs. Un autre exemple, les plans d'investissement. On a des plans d'investissement, comme certaines plateformes l'ont. Donc tu peux acheter n'importe quelle crypto. On en a 140 aujourd'hui. On va être à 200 cryptos en euros très prochainement, dans les semaines à venir. Il y avait une problématique qu'on a rencontrée. Les gens nous disaient, voilà, moi, je veux garder mes cryptos sur Ledger, Trezor, sur mon wallet. Super. Mais ils te disent aussi, je veux pouvoir acheter du Bitcoin. Je le fais de manière hebdomadaire ou chaque mois. Le problème, c'est que ils font un virement instantané. Bon, bah ça, c'est automatisé, tu n'as rien à faire. C'est gratuit, virement SEPA, ça arrive sur ton compte chez Fins, pas de problème, c'est automatisé. Ensuite, l'achat est automatisé. Mais qu'est-ce qui n'est pas automatisé? C'est le retrait ensuite sur ton Ledger. Donc, on a développé un système DCA qui non seulement te permet d'acheter de manière à la fréquence de ton choix la crypto de ton choix, mais qui automatiquement, tu peux activer le retrait automatique et à chaque exécution, ça s'envoie directement sur ton Ledger ou sur n'importe quelle wallet. Ok, c'est intéressant parce qu'il y a des solutions en France comme je pense à Bitstack et Stackinsat qui font justement cet achat en mode DCA. Je ne sais pas, alors j'ai jamais creusé ces outils-là, mais je ne sais pas s'ils renvoient effectivement les fonds vers nulle part. Parce que tu vois, tu parlais de Coinbase, Kraken, Binance, ça n'existe pas. D'accord. Donc, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Et ça existe, on a fait pas mal de recherches sur le sujet. Donc, si tu veux, voilà, j'espère que ça répond à ta question. C'est 2 exemples, il y en a plein d'autres. Ouais, carrément. Mais c'est intéressant en fait. C'est-à-dire que vous ciblez vraiment, entre guillemets, le retail qui veut investir dans la crypto mais qui ne s'y connaît pas des masses et vous leur apportez des solutions. On a vraiment 2 cibles. On a le retail effectivement passif, qui fait du buy and hold pour 5 ans. Et on a surtout, et c'est le plus gros de notre clientèle, c'est des traders très actifs. Parce qu'encore une fois, quand tu vois la rapidité de la plateforme, les ordres limites, les ordres stop loss, sur desktop, sur mobile, les tarifs et les spreads qui sont quasiment zéro, parce qu'on est connecté à des dizaines comment dire, j'ai plus le terme en français parce que je parle anglais toute la journée, mais à des dizaines de places d'exécution. Donc on source la liquidité de plein de market makers et de plateformes. Donc si tu veux, on a des spreads sur le BTC, on a des spreads à zéro voire négatifs. Et donc on attire forcément des clients qui sont très actifs en bourse et parce que sur les cryptos et qui sont aussi très consciencieux de l'aspect sécurité. Donc on a vraiment deux cibles, entre guillemets, les passifs et les actifs, et on a une solution qui répond à chaque besoin. Et c'est ça finalement qu'on n'a pas retrouvé, nous. Il y a plein de plateformes, mais on a beaucoup de gens qu'on a interviewés qui dans la crypto, ils ont plein de comptes, ils ont plein de wallets. En fait, pourquoi ils ont plein de wallets? C'est pas parce qu'ils aiment avoir plein de wallets, c'est parce qu'il n'y en a pas un qui répond à tous leurs besoins. Ouais. Ça en fait l'idée, c'est quand est-ce qu'on arrive à une plateforme qui va finalement répondre à 95% des besoins. Il y aura toujours des besoins auxquels tu ne répondras pas. Mais c'est ça un peu qui manquait aussi dans l'industrie, c'est non seulement de l'innovation, de la transparence, plus de sécurité, des tarifs plus bas, et tout ça dans une plateforme. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de développer chaque jour. Ok, intéressant. Merci beaucoup pour cette vision, Julien. Est-ce que tu as un dernier petit mot peut-être c'est un peu le moment carte blanche. Moment carte blanche, non, je pense qu'on a abordé des thématiques intéressantes. Et voilà, on a hâte évidemment de pouvoir, avec Mika, comme on l'a dit, on va avoir un virage important qui va se matérialiser. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'industrie en ce moment, sur les plateformes, etc. Donc, continuons d'éduquer tous les investisseurs. Faites attention à vous, faites attention à vos cryptos, à votre argent en général. Voilà, prenez le temps de faire de la recherche, de vous former. Et je pense que des podcasts comme le vôtre contribuent à ça. Donc, un grand merci pour m'avoir permis de participer. Merci à toi, c'était un plaisir. Super, merci Gary. Salut Julien.